Il fut un temps où Antoine, mon mari, pensait que le monde entier se pliait à sa volonté, et que mes silences n'étaient que des absences. Je me rappelle un soir, il y a longtemps, il m'avait dit en riant que ma discrétion était charmante, mais qu'elle me gardait à l'abri des complications. Il ne savait pas à quel point j'observais, derrière le voile de mes propres renoncements. Pendant des années, j'ai écouté les cliquetis de ses clés, le murmure des ombres qui l'entouraient, et j'ai vu se dessiner les contours d'une vérité qu'il s'efforçait de cacher. Mon immobilité n'était pas faiblesse, mais une patience forcée, l'attente d'un moment où l'image parfaite qu'il avait construite pour nous, pour lui, finirait par se briser. Il croyait me connaître, me tenir, me posséder même. Mais la véritable nature des choses, parfois, ne se révèle pleinement que lorsque tout ce que l'on a bâti avec tant d'arrogance s'effondre sans bruit. Et ce matin-là, quand il est rentré, l'air était déjà chargé d'un silence que lui seul n'avait pas encore perçu. Je me nomme Sophie Lemaire, une femme qui a traversé la quarantaine avec des certitudes et des illusions. Antoine Dubois, mon mari, était un homme d'affaires, un directeur financier dont le nom résonnait dans les cercles parisiens. Mais ce matin-là, un matin d'hiver où l'aube promettait plus de froid que de lumière, tout a basculé pour lui. J'imagine encore très bien la scène, chaque détail, comme si j'y étais, ou plutôt comme si j'avais orchestré le silence qui l'attendait. Il est rentré à 5h27. L'heure, je la connaissais par cœur, celle où l'élégance de la nuit se fane et la vérité du jour commence à piquer. L'odeur de l'alcool et d'un parfum étranger flottait autour de lui, un sillage trop lourd pour le marbre de notre pentouse. Chaque pas résonnait étrangement dans le vaste appartement. Il ne se souciait pas du bruit, pourquoi l'aurait-il fait? Dans son esprit, j'étais toujours là, attendant, comme toujours. Mais ce jour-là, l'air était différent. Le silence n'était pas l'absence de bruit, c'était une présence intentionnelle, une déclaration. Pas de bruissement léger, pas le doux murmure du babyphone, pas le moindre signe de notre fils qui, d'habitude, geignait un peu au lever du soleil. Tout était vide, trop propre, mais pas à sa convenance, je le savais. Quelque chose n'allait pas, même dans son état d'ébriété, il devait le sentir. Il a jeté sa clé de l'hôtel le Bristol sur le comptoir de la cuisine, sans un regard, sans penser à cacher la preuve. Puis il a vu une simple feuille de papier, posée là, au milieu de l'îlot en marbre. Mon nom n'y figurait pas. Il n'y avait ni colère, ni excuse, ni supplication. Juste 7 mots, de mon écriture, clairs comme le cristal, nous méritons mieux, alors je suis parti. Le temps a dû s'arrêter pour lui. Le message était doux, pourtant sa force devait être celle d'un empire qui s'effondre. Son regard a parcouru la pièce. Le sac allongé avait disparu. La poussette aussi. La photo encadrée de nous trois au jardin des Tuileries, absente. Et puis, quelque chose de plus froid encore l'a frappé. J'avais emporté mes documents aussi, les certificats de naissance, les dossiers médicaux, les papiers d'assurance, tout. Je n'avais pas seulement quitté l'appartement, j'étais parti. Pour de bon. Une peur glaciale l'a saisi, le dégrisant plus vite qu'une douche froide. Il a attrapé son téléphone, prêt à appeler, à exiger mon retour, prêt à me blâmer comme toujours. Mais il a remarqué quelque chose de pire encore. Une alerte bancaire automatique, encore ouverte sur l'écran. Un virement qu'il avait effectué, un que je n'aurais jamais dû voir, m'avait été transmis par erreur. Une preuve qui pouvait le ruiner. La panique a dû remonter sa colonne vertébrale. Parce que s'il est une chose qu'il savait, c'est que si Sophie Lemaire comprenait la signification de ce virement, je n'étais pas seulement parti. J'étais dangereuse, et quelqu'un de puissant pourrait bien m'aider à disparaître. Il le savait, car j'avais planifié cela, tranquillement, dans mon esprit, longtemps avant qu'il ne se doute de rien. Quand on vit une telle rupture, on se demande toujours à quel moment précis le chemin a dévié. Pour moi, cela a commencé il y a tant d'années, quand Paris semblait scintiller de promesses infinies. Je me souviens de la première fois où j'ai rencontré Antoine Dubois. C'était un après-midi ensoleillé, dans un petit café avec vue sur la Seine, près du Pont-Neuf. Il dégageait une aura de succès,
une confiance en soi qui m'avait immédiatement attiré. Ses mots étaient choisis, son regard intense, il parlait de ses ambitions, de son désir de conquérir le monde de la finance. À cette époque, j'étais une jeune infirmière, pleine d'idéalisme, rêvant d'une vie simple mais riche en amour et en partage. Il représentait tout ce que je n'étais pas, et cette différence m'avait séduite. Il me faisait rire, il m'écoutait, du moins c'est ce que je croyais alors. Quelques mois plus tard, la proposition est arrivée. Une soirée romantique, un dîner aux chandelles, une bague scintillante. J'avais dit oui, avec un cœur léger, plein d'espoir. Je l'aimais, et je croyais qu'il m'aimait tout autant, d'un amour éternel, celui qu'on lit dans les romans. Je m'imaginais une vie de famille heureuse, des dîners chaleureux, des week-ends à la campagne. Le mariage, la vie dans notre Penthouse luxueux du 16e arrondissement, tout cela avait l'apparence de la perfection. Aux yeux du monde, nous étions le couple idéal, l'incarnation de la réussite parisienne. J'étais fier de lui, fier de ce que nous avions construit, ou plutôt de ce qu'il avait construit et où j'avais ma place, du moins je le pensais. Les premières fissures sont apparues doucement, presque imperceptiblement. Au début, Antoine rentrait tard quelques soirs par semaine, justifiant cela par des réunions cruciales ou des dîners d'affaires incontournables. Il me promettait toujours de se rattraper, de passer plus de temps avec moi le week-end, des promesses qui s'évanouissaient souvent dans le tumulte de son emploi du temps. Je me souviens d'une fois, il y a des années, où j'avais préparé un repas spécial, espérant une soirée intime. Il avait appelé à la dernière minute pour annoncer qu'il serait encore en retard, avec une voix teintée d'agacement. J'avais mangé seul, regardant la tour Eiffel briller à travers notre fenêtre, et pour la première fois, le luxe de notre appartement m'avait semblé froid. Ces instants, je les avais balayés, les avais rangés dans un coin de mon esprit, les justifiant par la pression de son travail, par son ambition. Il était un homme important, me disais-je. Il fallait des sacrifices. Je me convainquais qu'il m'aimait toujours, qu'il était simplement pris par les responsabilités de son statut. Mon cœur me murmurait parfois une autre vérité, une vérité que je refusais d'entendre. Ce que j'appelais ambition commençait à ressembler étrangement à de l'indifférence. Je sentais Antoine s'éloigner, pas physiquement tout le temps, mais quelque chose en lui s'était retiré, se consacrant entièrement à son monde de chiffres et de pouvoir, me laissant derrière, dans l'ombre de notre vie parfaite. Mais à ce moment-là, je m'accrochais encore à l'image, à ce rêve parisien qui s'effilochait doucement. Il est difficile de dire à quel moment exact j'ai commencé à me perdre. C'est un processus lent, insidieux, comme l'érosion d'une falaise par la mer. Au début, ce furent de petits arrangements. Antoine, avec sa voix douce et persuasive, m'avait encouragé à quitter mon travail d'infirmière. « Mon amour, tu n'as plus besoin de travailler, disait-il. Notre famille est ma priorité, et ton rôle est ici, à veiller à notre bonheur, à gérer notre foyer. » C'était séduisant, cette idée de ne plus me soucier des horaires lourds, de me consacrer entièrement à la vie que nous construisions. J'avais accepté, croyant que c'était une preuve de son amour, une libération. Je pensais que je trouverais d'autres façons de m'épanouir, d'autres passions. Mais les passions se sont éteintes les unes après les autres. La lecture, qui était mon refuge, mes clubs de discussion, mes soirées entre amis. Chaque fois que j'évoquais un intérêt, Antoine souriait distraitement, ou me suggérait que ces activités n'étaient pas vraiment adaptées à la femme d'un directeur financier de sa stature. Lentement, insidieusement, mes envies personnelles ont été remplacées par les siennes, mes aspirations par ses attentes. Je suis devenue l'organisatrice parfaite de ses réceptions, l'hôtesse impeccable, l'épouse discrète qui savait rester dans l'ombre pour laisser briller son mari. J'étais son reflet, son accessoire, et j'avais fini par l'accepter, pensant que c'était là ma mission, mon devoir d'épouse. Le contrôle s'est étendu à nos finances, ou plutôt à mes finances. Au début, Antoine gérait tout avec l'assurance de l'expert qu'il était. Puis, il m'a donné une carte de crédit, avec une limite fixée. « Mais tu n'as pas à t'inquiéter pour l'argent, Sophie, disait-il, avec un sourire que je trouvais alors rassurant.
Laisse-moi m'occuper de tout. Progressivement, toutes mes transactions, même les plus petites, étaient passées au crible, avec des questions posées si je dépassais un certain montant. Ce n'était pas une aide, c'était une surveillance. J'étais prisonnière, sans même avoir conscience des barreaux, attachée par les fils dorés du luxe et de la dépendance. Les soirées où il rentrait tard se sont multipliées. Les excuses sont devenues plus élaborées, mais aussi plus creuses. Et puis, il y avait cette odeur. Un parfum que je ne connaissais pas, subtil, doux, mais si présent sur ses chemises, sur ses écharpes. Un parfum de femme, mais pas le mien. Je faisais semblant de ne pas le remarquer, de ne pas le sentir, mais il s'accrochait à moi comme une ombre froide. Je me disais que c'était peut-être une collègue, une cliente. Je cherchais des explications, des raisons, tout sauf la vérité. Je me souviens d'une nuit, assise seule dans le salon de notre grand appartement, les lumières de Paris scintillant au loin. Notre fils dormait. Le silence était assourdissant. Je regardais ces lumières et je me sentais plus seul que jamais, dans cet espace que j'appelais, chez moi, mais qui était devenu ma prison dorée. C'est là, dans cette solitude, que j'ai commencé à comprendre l'ampleur de ce que j'avais perdu. L'esprit humain est une chose étrange, il peut se voiler la face pendant longtemps, s'accrochant à la moindre lueur d'espoir, à la moindre justification. Mais il y a des moments où les rideaux se déchirent, où la lumière crue de la réalité perce, et l'on ne peut plus ignorer ce que l'on voit. Pour moi, ces moments ont commencé par des murmures, des petits détails, des éclats qui, accumulés, ont formé un champ assourdissant de doutes. Un soir, au milieu de la nuit, le téléphone d'Antoine a vibré. Il a sursauté, l'a attrapé si vite que le mouvement a créé un courant d'air froid. Il a regardé l'écran, son visage s'est figé un instant, puis il a raccroché sans répondre. Quand j'ai demandé qui c'était, il a dit d'une voix sèche, une erreur de numéro, ma chère, rien d'important. Mais le ton était trop aigu, ses yeux évitaient les miens. Ce fut la première brèche dans ma forteresse de déni. Quelques semaines plus tard, en rangeant son vestiaire, j'ai trouvé un petit reçu froissé au fond de la poche de sa veste de costume. Un reçu d'une bijouterie de la place Vendôme, pour une somme considérable. Ce n'était pas un cadeau pour moi, je le savais. Aucune occasion n'avait été célébrée. Je l'avais regardé, le papier brûlant mes doigts, puis je l'avais reposé, comme si je n'avais rien vu. Mais l'image était gravée. Le parfum, cette odeur, autre, est devenue une présence constante. Douce, oui, mais aussi entêtante, sensuelle, elle s'accrochait à lui, même après une douche, comme une seconde peau. Ce n'était pas le parfum que j'achetais pour lui, ni le mien. C'était l'odeur d'une femme jeune, d'une femme qui cherchait à plaire, et qui réussissait. Chaque fois qu'il s'approchait de moi, cette odeur me giflait silencieusement. J'ai commencé à me recroqueviller, à éviter les contacts physiques, non pas par manque de désir, mais par peur de cette vérité olfactive. Antoine lui-même a changé. Il devenait irritable, impatient. Si je posais une question sur sa journée, sur un événement social, ses réponses étaient courtes, souvent teintées d'agacement. « Sophie, ne te mêle pas de mes affaires, s'il te plaît », disait-il parfois, d'une voix qui me glaçait le sang. Ce n'était plus le même homme charmant et patient que j'avais épousé. C'était un étranger, un mur que je ne pouvais plus franchir. Une nuit, incapable de dormir, le silence du Penthouse devenant une torture, j'ai pris mon vieil ordinateur portable. Les doigts tremblants, j'ai tapé des mots que je n'aurais jamais cru chercher, signe d'infidélité, comportement du mari infidèle. Chaque article, chaque témoignage que je lisais était un couteau qui se plantait dans mon cœur. La peur, une peur profonde et viscérale, commençait à s'installer. Je sentais que quelque chose d'irréparable s'était produit, et que ma vie, telle que je la connaissais, était sur le point de basculer. Les murmures étaient devenus un cri silencieux dans mon âme. Le point de non-retour, il arrive souvent au moment où l'on est le plus vulnérable, le plus épuisé. Pour moi, ce fut cette nuit interminable où notre fils, encore si petit, était brûlant de fièvre. Je l'ai veillé seul, sans repos, son front moite contre ma joue,
ces petits gémissements déchirant mon cœur. J'avais envoyé des messages à Antoine, des messages urgents, des appels. Pas de réponse. Le silence de son téléphone était une claque, une preuve de plus de son absence, de son indifférence. J'étais seul, comme toujours, face à la peur la plus primitive d'une mère. Dans un moment de désespoir, cherchant une dernière fois à le joindre, mon regard est tombé sur l'écran d'un site d'information économique, une petite brève. Une photo. Antoine. Et à ses côtés, une femme beaucoup plus jeune, Chloé Martin, souriant à l'objectif devant l'entrée de l'hôtel Le Bristol. Le texte parlait d'un dîner d'affaires discret. Discret. Je me suis senti vide, dégoûté. Ce n'était plus une supposition, ce n'était plus un murmure. C'était là, imprimé, net, indéniable. La trahison était visible aux yeux de tous, sauf aux miens, qui l'avaient si longtemps nié. Puis, au milieu de ma rage froide et de mon chagrin, alors que je tenais son téléphone, peut-être dans une tentative désespérée de trouver une explication, une alerte bancaire est apparue sur l'écran. Une notification qu'il aurait dû effacer, une que je n'aurais jamais dû voir. Un virement colossal, 2 millions d'euros. Le plus choquant n'était pas le montant, mais le nom du bénéficiaire et la note, Sophie Lemaire a conservé jusqu'à instruction contraire. Le sang s'est glacé dans mes veines. 2 millions d'euros. Sous mon nom. Ce n'était plus seulement une histoire de cœur brisé, d'adultère. C'était une affaire de fraude, d'une ampleur que je ne pouvais même pas concevoir. Antoine n'avait pas seulement trahi notre amour. Il m'avait utilisé, me transformant en pion, en bouclier, dans son jeu financier sordide. À cet instant précis, la douleur a cédé la place à une colère froide, une détermination implacable. Je n'étais plus la femme naïve et soumise qui cherchait des excuses. Je n'étais plus la femme qui espérait qu'il changerait. J'étais une mère, et une femme trahie, mais surtout une femme qui avait été mise en danger. La décision s'est imposée à moi, claire, nette, sans la moindre hésitation. Je ne pouvais pas rester. Je ne pouvais pas le laisser me détruire, ni mon fils. Je l'ai pris dans mes bras, il respirait difficilement, mais je savais que je le protégeais. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris une feuille de papier, et de mon écriture ferme, j'ai écrit ce seul mot qui résumait des années de souffrance, de déni, et la force de ma résolution, assez. C'était la fin de mon ancien monde, et le début d'une liberté chèrement acquise. Après avoir laissé ce mot si simple, assez, mon corps agissait presque par réflexe. Mon fils, blotti contre moi, sa petite fièvre encore palpable, était ma seule boussole dans ce Paris encore endormi. Les rues, que j'avais toujours parcourues avec une certaine nonchalance, prenaient ce matin-là une dimension différente, celle d'un labyrinthe où chaque carrefour pouvait dissimuler une menace. Le froid mordait ma peau, mais l'esprit restait étrangement clair, un calme désespéré m'habitant. Je savais où aller, vers le seul refuge que mon cœur connaissait encore. Camille, mon amie d'enfance, habitait un appartement modeste mais chaleureux dans un quartier de l'Est parisien, un monde à l'opposé de notre Penthouse luxueux. Ici, le bruit de la ville semblait plus humain, moins étouffant, et l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle des boulangeries qui commençaient à s'animer, offrant une éphémère sensation de normalité. Camille m'a accueilli à bras ouverts, son visage exprimant un mélange de surprise et d'inquiétude muette. Elle n'a pas posé de questions tout de suite, non. Elle m'a donné un thé chaud, un plaid doux pour mon fils qui s'était rendormi dans mes bras, et m'a laissé respirer, me laissant retrouver mes esprits dans la lumière douce de son petit salon. Le réconfort de sa présence était un baume pour mon âme tourmentée, un rappel que même dans la tourmente, des liens simples et vrais persistaient. Ce n'est qu'après un long silence, lorsque mes mains ont cessé de trembler et que j'ai pu lui montrer la capture d'écran de l'alerte bancaire, ces 2 millions d'euros affichés sous mon nom, que son regard a basculé de l'inquiétude à une véritable consternation. « Sophie, c'est illégal », a-t-elle murmuré, sa voix empreinte de terreur, son visage livide. Antoine est allé trop loin cette fois. La peur a alors commencé à s'insinuer en moi, non pas une peur panique qui paralyse, mais une peur froide et calculatrice,
celle d'une mère qui comprend l'ampleur du danger qui plane sur son enfant. Je savais qu'Antoine ne me laisserait pas partir si facilement, il avait bien trop à perdre, et sa soif de contrôle était sans limite. Antoine n'a pas tardé à se manifester, comme je l'avais pressenti. Mon téléphone, que j'avais gardé allumé uniquement pour le cas où mon fils aurait besoin de soins urgents, a commencé à vibrer sans relâche, une intrusion violente dans notre havre de paix. Des appels manqués s'accumulaient, suivis de messages. Au début, c'était des « Sophie, où es-tu ? Je suis inquiet. Réponds-moi. » Puis, très vite, le ton a changé, glissant vers l'exigence. Rentre à la maison tout de suite. Ne fais pas l'idiote. Et enfin, les menaces voilées ont commencé à apparaître, des allusions cruelles à ce que ma fuite pourrait lui coûter, et par extension, ce que je perdrais. Ces mots, bien qu'ils tentaient de me briser, ne m'ont pas fait trembler. Ils ont plutôt renforcé ma résolution. Chaque vibration de ce téléphone était un rappel brutal de sa nature manipulatrice, de son besoin absolu de dominer. Je ne retournerai pas dans cette prison dorée. Je ne serai plus son alibi, sa complice involontaire. La bataille mentale pour résister à l'envie de décrocher, d'expliquer, de me justifier, était féroce. Mais je savais que chaque silence de ma part était un pas vers ma liberté, une fissure dans son empire de contrôle. Puis, alors que je pensais avoir atteint le pic de l'anxiété, un message d'un numéro inconnu est arrivé, sa brièveté glaçante, « Sophie, vous n'êtes pas en sécurité. » Mon cœur a raté un battement, un frisson glacial a parcouru ma colonne vertébrale. Mes mains ont tremblé si fort que Camille a dû prendre le téléphone, son propre visage se marquant d'une nouvelle couche de terreur. Qui était-ce ? Mes pensées se sont bousculées, cherchant une explication, un visage derrière ces mots anonymes. Quelqu'un me voyait. Quelqu'un savait. Cela signifiait que même ici, dans ce petit appartement qui me semblait si sûr, le danger me guettait. Cela confirmait ce que je craignais, j'étais entré dans un jeu dangereux, un jeu dont je ne connaissais ni les règles, ni les joueurs. Ce message, bien qu'effrayant, a paradoxalement allumé une étincelle de vigilance en moi. Je ne pouvais plus être passive. J'ai alors sorti mon vieil ordinateur portable, celui qu'Antoine avait toujours méprisé comme un objet trop simple, pas assez ostentatoire pour notre standing. Assise dans le petit salon de Camille, mon fils endormi à côté, j'ai commencé à chercher. Les mots-clés se sont succédés, abus financiers conjugal, droit de divorce, protection des victimes de fraude, la fraude en col blanc. Chaque clic, chaque information que je glanais sur ces pages obscures d'Internet était un fragment de ma nouvelle réalité. Lentement, mais sûrement, je commençais à assembler les pièces du puzzle, à comprendre l'étendue du piège qu'Antoine avait tendu, non seulement pour lui-même, mais pour moi aussi. Je réalisais que son comportement n'était pas seulement celui d'un mari infidèle, mais d'un criminel méticuleux, prêt à tout pour protéger son statut et sa fortune. La Sophie passive, effrayée, se transformait peu à peu en une femme déterminée, armée d'une nouvelle connaissance, celle qui lui permettrait de naviguer dans ce labyrinthe de mensonges. Ma résolution se durcissait, je devais protéger mon enfant à tout prix, et cela signifiait que je devais me battre, avec intelligence et avec toutes les informations que je pouvais recueillir. Le chemin pour se reconstruire est rarement solitaire, souvent parsemé d'embûches inattendues, mais parfois aussi de lumières salutaires. Au cœur de cette nuit incertaine, une nouvelle lueur est apparue, apportant avec elle l'espoir d'un allié inattendu. Un message, succinct, froid, d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais qui portait la signature d'une certaine autorité. Sophie, Alexandre Moreau sait. Il peut vous aider. Alexandre Moreau. Le nom a résonné en moi comme un écho d'un passé lointain, un homme dont Antoine avait toujours jalousé la réussite et la réputation irréprochable dans le monde de la finance. Le même homme qui, me disait Antoine avec un sourire amer, avait toujours eu un œil sur moi. Mon cœur a fait un bond, mélange de surprise, d'appréhension, et d'une étrange lueur d'espoir. Camille, ma fidèle amie, a senti mon trouble, ses yeux interrogatifs posés sur moi. Je ne savais pas si je devais faire confiance à cet inconnu qui semblait connaître les rouages de mon drame,
mais l'alternative, celle d'affronter Antoine seul, me paraissait chaque jour plus sombre. Un soir, alors que je veillais mon fils, les nerfs à vif, le petit appartement de Camille s'est empli d'une présence nouvelle. Alexandre est apparu. Il ne s'était pas annoncé par téléphone, non. Camille avait regardé par la fenêtre et l'avait vu, appuyé contre une voiture noire, l'air grave, le regard fixé sur notre immeuble. Son entrée dans l'appartement, son calme imposant, sa stature, tout cela a créé un contraste saisissant avec notre petit monde en désordre. Il n'était pas là pour me juger, je l'ai tout de suite senti. Il était là pour m'expliquer. Sa voix était posée, son analyse froide et méthodique. Il m'a parlé des activités d'Antoine, des soupçons qui pesaient sur lui depuis des mois au sein de Dubois Finance, des manœuvres financières douteuses. Il savait tout, ou presque. Il savait comment Antoine avait utilisé mon nom, mes données, pour créer ce virement fantôme de 2 millions d'euros, une parfaite mise en scène pour un coupable idéal, un bouc émissaire facile. Il m'a tendu une clé USB, petite, discrète, mais lourde de vérité. C'est un début, a-t-il dit, son regard direct et sans concession. Des preuves que quelqu'un à l'intérieur de sa société a rassemblées. Le choc a été brutal, mais paradoxalement, une clarté nouvelle s'est faite en moi. Antoine n'était pas seulement un mari infidèle, il était un manipulateur machiavélique, prêt à tout, même à me sacrifier, pour protéger son empire. Cette révélation, aussi déchirante soit-elle, a cristallisé ma détermination. Mais Antoine n'est pas du genre à rester passif face à une fuite, à une rébellion. Tandis que je commençais à digérer ces révélations et à entrevoir un semblant de stratégie, ces attaques sont devenues plus personnelles, plus vicieuses, atteignant un niveau de cruauté que je n'aurais jamais imaginé. J'ai reçu des convocations officielles, me sommant de comparaître devant un juge pour enfants. Antoine avait déposé une demande de garde d'urgence, m'accusant, Sophie Lemaire, d'être mentalement instable, de représenter un danger pour l'enfant. La cruauté de cet homme n'avait pas de limite. Mon propre fils, mon cher enfant, transformé en arme contre moi. La rage, une rage pure et glaciale, m'a envahi, une colère sourde qui menaçait de tout consumeur. Mais aussi une impuissance déchirante. J'étais une mère, comment pouvais-je prouver que je n'étais pas folle, comment pouvais-je défaire les mensonges d'un homme aussi puissant? Je me sentais prise au piège d'un système qui semblait lui donner raison, un système que je n'avais jamais cherché à comprendre. Puis, l'impensable est arrivé. Un après-midi, la sonnette a retenti. Devant la porte, 2 agents des services sociaux, de l'aide sociale à l'enfance, se tenaient là, l'air grave, professionnel, mais leur présence était une menace silencieuse. Madame le maire, nous souhaitons nous entretenir avec vous concernant votre enfant. Mon sang s'est figé dans mes veines. C'était Antoine. Il avait réussi. Il utilisait les rouages du système pour me briser, pour me priver de la seule chose qui me restait, mon fils. La panique m'a saisi, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. Mais Alexandre, qui se trouvait là par hasard pour une discussion avec Camille, s'est interposé. Son calme, sa connaissance des procédures légales, ont été un rempart inattendu. Il a su les rassurer, leur expliquer la situation avec une clarté déconcertante, demandant un délai pour que mes avocats puissent répondre officiellement. Il a été mon bouclier, ma voix, ma force quand la mienne m'avait abandonné. À cet instant, regardant Antoine à travers ses manœuvres cruelles, mais aussi voyant la détermination et le soutien d'Alexandre, j'ai compris que je ne pouvais plus reculer. Ma peur s'est muée en une détermination farouche. Je devais me battre, pour mon fils, pour ma dignité, et je n'étais plus seul. Et si vous m'écoutez encore, s'il vous plaît, laissez un commentaire avec le chiffre ainsi dessous, pour que je sache que je ne suis pas seul dans ce voyage. Votre présence est le plus grand encouragement pour moi de raconter la dernière partie de cette histoire. Avez construit un édifice entier de fraude sur le sable mouvant de ma crédulité et de mon silence. La clarté de cette trahison, froide et méthodique, m'a frappé de plein fouet, mais elle a après l'orage de la visite des services sociaux, un calme étrange, presque solennel, s'était installé dans ma vie.
Ce n'était pas un calme passif, mais celui d'une détermination nouvelle, forgée dans l'acier de la nécessité. Je n'étais plus une proie effrayée, mais une femme qui se préparait au combat, non pas avec des armes, mais avec la vérité. Alexandre, dont la présence était devenue un pilier discret et rassurant, m'a mis en contact avec une équipe d'avocats, des spécialistes en droit financier et en protection des victimes d'abus conjugaux. Des noms réputés, dont la simple mention inspirait un respect teinté de crainte dans les cercles juridiques parisiens. Nos premières rencontres se sont tenues dans un bureau sobre et discret du quartier de Saint-Germain-des-Prés, loin des regards indiscrets et des commérages. Dans cet environnement austère, où l'odeur du vieux papier et du café froid flottait dans l'air, nous avons commencé à démanteler l'édifice de mensonges qu'Antoine avait mais aussi balayer les dernières ombres de doute qui subsistaient en moi. Je ne me battais plus contre une illusion, mais contre une réalité tangible et dangereuse. Mon rôle ne serait pas seulement de me défendre, mais de déliculeusement construit. Chaque document, chaque capture d'écran tirée de la clé USB, chaque ligne de code analysée par leurs experts révélait une manipulation d'une audace effarante. Antoine n'avait pas seulement falsifié ma signature sur des documents mineurs, il avait, avec une précision chirurgicale, utilisé mes informations personnelles, mes identifiants numériques, pour camoufler des transactions d'une ampleur considérable. Le virement de 2 millions smantelé, pièce par pièce, ce mur de tromperie qu'il avait érigé. Pendant que nous bâtissions notre stratégie légale, Chloé Martin, la jeune femme qui avait partagé les nuits d'Antoine Dereau n'était que la pointe de l'iceberg. Il m'avait transformé en son bouc émissaire parfait, une femme discrète, sans connexion directe dans la finance, facile à assesser à l'hôtel Le Bristol, se retrouvait prise au piège d'une réalité bien moins glamour. Antoine l'avait rejeté sans ménagement, l'avait jeté comme on se débarrasse d'un mouchoir ususé et, dans son esprit tordu, incapable de se défendre. En voyant ces preuves s'accumuler, la colère qui m'habitait s'est muée en une compréhension froide et douloureuse. Antoine n'était pas seulement un homme âgé, la laissant seule face aux rumeurs venimeuses qui commençaient à circuler dans les cercles de la finance. Elle était devenue une victime collatérale, un dommage accessoire pour lui, tout juste bon infidèle, il était un architecte du mensonge, un prédateur calculateur. Mais cette compréhension m'a aussi libéré d'une partie de ma peur. Je n'étais plus la femme naïve et vulnérable. J'y ai être oublié. Un journaliste d'investigation, travaillant sur l'enquête concernant Dubois Finance, ou peut-être un détective privé engagé discrètement par les avocats d'Alexandre, l'a contacté. Au début, Chloé a hésité, craignant la puissance d'Antoine, redoutant les retombées sociales et professionnelles d'un témoignage public. Elle était déchirée entre la peur et une amertume grand était désormais armée de faits, de preuves tangibles, et d'une équipe qui croyait en ma cause. La bataille ne serait pas facile, mais la ligne de front était claire, et ma place, cette fois, était au centre. Pendant que nous construisions notre stratégie, un autre élément inattendu est venu s'ajouter à ce complexe tableau. Chloé Martin, la jeune femme qui avait partagé les nuits d'Antoine à l'hôtel Les Santes, celle d'avoir été manipulée et jetée. J'imagine sa lutte interne, les illusions d'une vie de luxe s'effondrant autour d'elle, la laissant face à une réalité brute, celle d'une femme Bristol, s'était retrouvée dans une position intenable. Antoine l'avait rejetée avec une brutalité désarmante dès que la pression avait commencé à monter sur lui. Elle était passée du statut de maîtresse privilégiée à utiliser. Mais la prise de conscience qu'elle aussi avait été exploitée, que sa propre réputation était en jeu, a fini par la pousser à agir. Après une longue et douloureuse réflexion, Chloé a accepté de témoigner. Son récit, bien que motivé par sa propre survie et le besoin de se défendre, apportait des preuves supplémentaires cruciales sur les agissements d'Antoine, ses mensonges éhontés, ses rendez-vous secrets, ses tentatives de celui de dommage collatéral, abandonné aux rumeurs et aux menaces implicites de son milieu. Un monde qu'elle avait cru conquérir grâce à lui. Sa façade de femme insouciante s'était dissimulation et son mépris pour autrui. Son témoignage, venant d'une source inattendue, venait compléter le dossier financier, le rendant plus humain, plus accablant. Ma propre compréhension de la « Victoire André », révélant une jeune femme blessée et effrayée, utilisée et jetée sans le moindre scrupule. Un journaliste d'investigation, travaillant sur l'affaire Dubois Finance,
ou peut-être un dé, avait évolué. Il ne s'agissait plus de déshonorer Antoine publiquement de la même manière qu'il m'avait déshonoré en privé. Il ne s'agissait pas d'une revanche détective privée engagée par les avocats d'Alexandre, l'a contactée. Au début, elle a hésité, craignant la puissance d'Antoine, redoutant les conséquences de témoigner contre un homme aussi influente, d'une humiliation théâtrale. Non. Ma stratégie était celle de la dignité, de la vérité silencieuse. Le but n'était pas de me venger, mais de me libérer de son. La peur de la vengeance, de la ruine sociale et professionnelle, était palpable dans ses paroles. Mais la réalité de sa propre situation, la prise de conscience qu'elle aussi avait été un simple pion dans le jeu d'Antoine, en prise, de récupérer ma vie, et surtout, de protéger l'avenir de mon fils. Alexandre, avec sa sagesse tranquille, m'avait dit, la véritable force, Sophie, n'est pas de crier plus a fini par l'emporter sur sa peur initiale. Elle s'est souvenue des promesses non tenues, des mensonges qu'elle avait elle-même crus, de la façon dont Antoine l'avait manipulé pour son fort que l'adversaire, mais de parler avec une voix que l'on ne peut ignorer, une voix que la vérité porte. Et c'est ce que je m'apprêtais à faire. Nous avons préparé Minu propre plaisir et ses propres desseins. Après une longue et douloureuse période de lutte intérieure, entre l'ambition brisée et le désir de se protéger, Chloé a finalement accepté de témoigner. Son récit, bien que motivé par s'approprieusement chaque détail de ma comparution, non pas devant la place publique, mais dans l'enceinte plus austère et exigeante du conseil d'administration de Dubois financé, si nécessaire, des instances juridiques. Gérer survie et un désir de justice pour elle-même, apportait des preuves supplémentaires sur les comportements d'Antoine, ses mensonges éhontés, ses rendez-vous secrets et ses tentatives désespérées de dissimulation visaient les documents, j'ai répété mes paroles, non pas pour mentir, mais pour être factuelle, précise. Irréprochable. Ma peur d'Antoine s'était évanouie, remplacée par une. Elle était une pièce manquante dans notre dossier, une voix qui, bien que différente de la mienne, venait confirmer la duplicité d'Antoine. Ma propre perception de la victoire avait profondément évolué. Détermination froide, une confiance inébranlable dans la justice des faits et dans ma propre capacité à me défendre. Je savais que la bataille ne serait pas facile, qu'elle exigerait de moi une force que j'ignore ne cherchait plus une revanche bruyante, une humiliation publique qui me réduirait à son niveau de cruauté. Non. Ma stratégie était celle de la dignité, celle de la vérité. Alexandre avait raison, la véritable force n'est possédée. Mais je me tenais droite, ma dignité retrouvée, armée de la vérité, prête à affronter ce qui allait venir. Le temps de l'attente était terminé, l'heure de la confrontation était proche, et je n'avais jamais été aussi certaine de mon chemin n'était pas de crier plus fort, mais de parler avec une voix que personne ne pourrait ignorer. Je savais que la justice, dans sa forme la plus pure, ne nécessitait pas que je me complaise dans la vengeance. La vérité, une fois exposée, avait sa propre puissance. Je me suis préparé minutieusement pour la comparution à venir, non pas devant la foule, mais devant le conseil d'administration de Dubois Finance et les instances juridiques. Chaque mot, chaque geste, chaque émotion devait être contrôlée, réfléchie. Ma peur s'était transformée en une détermination froide, en une confiance inébranlable dans la justice des faits, et surtout, dans ma propre capacité à me défendre et à protéger mon fils. Je n'étais plus la Sophie d'autrefois, celle qui se recroquevillait dans l'ombre. J'étais une femme debout, armée de la vérité, prête à affronter Antoine, non pas avec la haine d'une épouse trahie, mais avec la clarté et la résolution d'une femme libre qui reprend sa vie en main. La bataille invisible était sur le point de devenir très visible pour Antoine Dubois. Le jour de la confrontation est arrivé, non pas dans le faste tapageur d'un gala mondain, mais dans le huis clos tendu et impersonnel d'une salle de réunion au 35e étage du siège de Dubois Finance. L'atmosphère était lourde, électrique, chaque silence plus assourdissant que le précédent. Le conseil d'administration, composé d'hommes et de femmes aux visages impassibles, des visages que j'avais autrefois croisés lors de réceptions mondaines, siégeait autour d'une longue table de marbre poli. Antoine, mon mari, était debout face à eux, son costume impeccable semblant désormais plus une armure rouillée qu'une parure de pouvoir. Il était interrogé,
pressé de questions sur les transactions douteuses, les flux financiers anormaux, et les accusations de falsification qui pesaient lourdement sur ses épaules. Son visage, autrefois si confiant, était marqué par la tension, sa prestance habituelle se fissurait sous la pression implacable des faits. Il tentait de se défendre, de minimiser les faits, de rejeter la faute, mais ses mots sonnaient creux, désespérés, comme les derniers soupirs d'un édifice en ruine. Puis, la porte s'est ouverte doucement. Je suis entré, mon cœur battant la chamade, mais mon pas était ferme, mon regard droit. Alexandre m'accompagnait, sa seule présence à mes côtés suffisant à imposer le respect et à renforcer mon calme. Je n'étais pas venu pour me venger, pour créer un scandale bruyant. J'étais venu pour la vérité, pour ma vérité, celle qui me libérerait de l'emprise d'Antoine. Je me suis assise calmement, mon regard croisant celui d'Antoine. Son expression a viré à la stupéfaction, puis à une rage contenue, impuissante, face à mon apparition inattendue. Je n'ai pas eu besoin de dire grand-chose. Ma présence, silencieuse mais résolue, et les preuves irréfutables que nos avocats ont présentées, ont fait le reste. Les documents de la clé USB ont défilé sur l'écran de projection, les signatures falsifiées, les relevés de comptes manipulés, les journaux de connexion détaillés prouvant qu'Antoine avait utilisé mes identifiants depuis son propre appareil, ses propres bureaux, pour maquiller ses opérations. Un auditeur interne, un homme aux lunettes fines et au regard perçant, a confirmé chaque détail, chaque date, chaque montant. Il était clair qu'Antoine avait tissé une toile complexe de tromperie, et que j'en étais la victime innocente, le parfait bouc émissaire. Ensuite, la déclaration de Chloé Martin, sobre et factuelle, a été lue. Elle a confirmé les mensonges d'Antoine, ses rendez-vous secrets, ses tentatives désespérées de dissimulation de ses activités, et son mépris pour les conséquences. Antoine a tenté de contre-attaquer, de me discréditer, de m'accuser de folie, de manipulation, de vouloir le ruiner par jalousie. Mais ses arguments se sont effondrés, un à un, face à la logique froide et implacable des preuves accumulées. Le conseil d'administration, dont la loyauté envers Antoine s'était déjà érodée face aux soupçons de fraude, a rendu son verdict. La présidente, Madame Dubois, une femme d'une dignité sans faille, a annoncé la décision. Antoine Dubois était suspendu de ses fonctions avec effet immédiat. Une enquête interne et fédérale allait être lancée, avec toutes les conséquences juridiques et pénales que cela impliquait. Antoine a été invité à quitter la salle. Il s'est levé, son corps semblant soudainement plus petit, plus fragile. Son regard balayant l'assemblée, cherchant un soutien, une lueur de compréhension qui n'est pas venue. Il a croisé mon regard une dernière fois, un regard rempli de haine et de défaite, d'une incompréhension totale face à ce qui lui arrivait. Mais je n'ai ressenti aucune joie maligne, aucun triomphe mesquin, juste un profond sentiment de lassitude, la fin d'un chapitre lourd et douloureux de ma vie. Il est parti, non pas menotté par la sécurité ou traîné de force, mais dans un silence assourdissant, sous le poids des regards froids de ses pairs, des visages qu'il avait autrefois admirés et qui le jugeaient désormais sans pitié. Il a quitté la salle, son pouvoir s'évanouissant à chaque pas, son empire s'effondrant non pas dans le fracas, mais dans l'écho cruel de sa propre solitude et de sa défaite. J'avais gagné ma liberté, non pas par le combat bruyant, mais par la révélation tranquille de sa propre vérité. Des mois s'étaient écoulés depuis cette aube parisienne où un monde s'était effondré pour Antoine, et un autre s'était ouvert pour moi, Sophie. La justice, lente et méthodique, avait suivi son cours, tissant patiemment une toile inéluctable. Les documents, les enregistrements, les témoignages y compris celui, hésitant mais décisif, d'une Chloé finalement consciente de son rôle de simple pion avaient scellé le destin d'Antoine. Lui, autrefois le titan inébranlable des finances, fut déchu. Ses comptes bloqués, sa réputation en lambeaux, il connut l'isolement que son arrogance lui avait valu, mais qu'il n'avait jamais imaginé. Les barreaux, certes, ne l'avaient pas accueilli, mais un oubli social et professionnel, bien plus cruel pour un homme tel que lui, l'avait fait. Quant à moi, je n'avais pas cherché la vengeance. Ma victoire n'était pas un cri de triomphe, mais un souffle de soulagement, une paix retrouvée. Mon nom avait été blanchi, ma dignité restaurée.
J'avais obtenu la garde exclusive de mon fils, qui, loin de l'ombre pesante de son père, s'épanouissait, insouciant. Nous avions déménagé, quittant la froide grandeur du Penthouse pour un petit appartement lumineux sur la rive gauche. C'était un espace modeste, mais chaque rayon de soleil qui filtrait à travers les fenêtres, chaque meuble choisi avec soin, chaque rire de mon fils résonnant dans ses murs, était imprégné d'une liberté chèrement acquise. J'avais trouvé une reconversion professionnelle dans le secteur humanitaire, un travail qui donnait un sens nouveau à ma vie, loin des paillettes et des mensonges du monde d'Antoine. Alexandre, discret et patient, était resté à mes côtés. Non pas comme un sauveur triomphant, mais comme un ami fidèle, offrant son soutien sans jamais tenter de diriger ma nouvelle vie. Nos conversations étaient profondes, nos silences complices. Un regard, un sourire partagé, la promesse d'un avenir possible, construit sur la confiance et le respect mutuel, bien loin des fondations fragiles de mon passé. Je regardais mon fils jouer dans le parc, son rire cristallin emplissant l'air, et je savais que j'avais fait le bon choix. J'avais repris les rênes de ma vie, j'étais l'architecte de mon propre bonheur. Ce n'était pas le manque d'argent ou de connexion qui a scellé le destin d'Antoine, mais l'aveuglement de son propre ego. Il avait bâti son empire sur le sable mouvant des apparences, ne voyant chez les autres que des reflets de sa propre grandeur ou des instruments à manipuler. Il avait sous-estimé la femme qui partageait sa vie, la réduisant à un rôle décoratif, croyant que sa discrétion était une faiblesse, sa loyauté une soumission. Sa chute fut la conséquence directe de cette condescendance, de son incapacité à percevoir la valeur intrinsèque d'une personne au-delà de sa position ou de son utilité. Son pouvoir, si souvent brandi, ne fut qu'un masque éphémère. La trahison d'Antoine n'était pas le reflet de l'insuffisance de Sophie, mais le symptôme d'une insécurité profonde et d'un ego fragile. Un homme qui se sent constamment le besoin d'affirmer sa domination, de chercher la validation à travers des conquêtes ou des jeux de pouvoir, révèle souvent une peur viscérale de l'insignifiance. Face à une femme tranquille, autonome, dont la force ne réclamait aucune reconnaissance extérieure, Antoine s'est effondré. Il avait besoin de se sentir indispensable, admiré, craint même. La sérénité de Sophie, son indépendance silencieuse, menaçait son illusion de contrôle, le poussant à la détruire pour masquer sa propre vulnérabilité. La trahison n'était pas un acte de force, mais une fuite devant sa propre fragilité. La véritable victoire de Sophie ne résida pas dans le fracas de la vengeance, ni dans la gloire d'une humiliation publique. Elle fut silencieuse, profonde. En partant sans explication, sans cri, sans rancune, elle a affirmé sa valeur et sa dignité, refusant de s'abaisser au niveau de son bourreau. Sa force n'a pas résidé dans sa capacité à se battre contre lui, mais dans sa décision de se libérer de lui, de se choisir, elle est son enfant. La noblesse de son silence, la clarté de sa démarche, ont résonné bien plus fort que n'importe quelle accusation. Elle a prouvé que la dignité n'est pas un bouclier contre les coups du destin, mais la boussole qui nous guide vers notre propre vérité. Le temps, dit-on, guérit toutes les plaies. Mais il est surtout le révélateur des âmes, séparant l'éphémère de l'essentiel. La vraie liberté n'est pas l'absence de chaînes, mais la force de choisir son propre chemin. Et vous, chers amis, quelle est, selon vous, la plus grande preuve de force face à l'adversité? L'histoire de Sophie Lemaire se termine ici. Que pensez-vous de la décision de Sophie Lemaire? Auriez-vous agi différemment à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je lis toujours chacun de vos mots. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager avec quelqu'un que vous pensez qu'elle émouvra aussi, et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines énigmes. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire, et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être la vôtre. Cette histoire est fictive, et les actions présentées ne doivent pas être reproduites dans la vie réelle, regardez-la comme une réflexion sur les relations humaines.